expliquer en quoi consistent les CAR T-cells, les résultats actuellement, et puis quelques données toutes fraîches sur les patients vivant avec le VIH et ayant bénéficié de CAR T-cells. Le principe du CAR T-cell, c'est joué sur l'immunologie. Vous avez le principe que les tumeurs vont libérer des petits qui vont circuler, être captés par le système immunitaire pour présenter aux cellules immunitaires, notamment les lymphocytes T, pour détruire la tumeur. Par définition, si le patient développe le lymphome, c'est que ça n'a pas fonctionné, donc il faut essayer soit avec des stimulants d'immunité dont on a parlé juste avant, soit en modifiant l'immunité. C'est ce qu'on va voir avec le CAR T-cell. Donc ça joue sur le principe du lymphocyte T, le 4 et le 8, qui peuvent avoir des relations avec la tumeur et pouvoir la détruire. Le principe du CAR T-cell, chimérique antigène récepteur T-cell, c'est un lymphocyte T qu'on va modifier, et c'est le récepteur T qu'on va modifier. On va mettre à l'extérieur une structure de chaîne légère d'anticorps, et à l'intérieur quelque chose qui ressemble à un récepteur T normal. Le récepteur T il est assez complexe. Vous avez ce que je vous ai entouré, donc le récepteur lui-même qui est très spécifique, et puis il y a beaucoup de sous-unités qui sont à côté. Ce qu'on va mettre à l'extérieur pour remplacer la région spécifique du lymphocyte T, c'est une partie des anticorps. Ce n'est pas l'anticorps entier parce que c'est beaucoup trop gros. Ça va être les chaînes légères, lourdes et les chaînes variables lourdes et variables légères. On va juste les attacher avec un linker pour que ça ne circule pas et que ça se fixe bien au récepteur T. Donc, ces publications, les premières sont très très anciennes, 1989, enfin assez anciennes, 89, notamment avec Igor Rochov qui fait partie de la Pité Salpêtrière. Et la première publication importante après celle-ci dont on vient juste de parler, c'est même année par une équipe israélienne qui décrit, ça ne s'appelle pas encore les CAR T-cells, plutôt les T-bodies comme on appelle à l'époque, le principe de changer l'extérieur du récepteur avec des chaînes variables, lourdes et légères, c'est d'augmenter l'affinité du récepteur T par 1000. Donc on va faire une hyperimmunité grâce à ça. Deuxième principe intéressant, c'est que ce récepteur anticorps à l'extérieur, T à l'intérieur, il est indépendant du HLA. Et comme il y a beaucoup de lymphomes qui perdent le HLA comme moyen de résistance tumorale, et bien là, on s'en fout avec les CAR T-cells. Très peu de temps après, 2 ans après, les chercheurs ont montré en fait que dans toutes les sous-unités, c'était essentiellement la zeta qui était utile, on pouvait virer les autres, ce qui a permis de faire les premières constructions de CAR T-cells, les régions légères à l'extérieur, le transmembranaire et le zeta qui est à l'intérieur. On l'a fait sur des cancers solides qui pouvaient rapporter beaucoup d'argent, donc les cancers de la prostate. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc il y a des gens qui ont déprimé, qui ont dit que ça ne marchait pas, et d'autres qui étaient téméraires et qui ont voulu continuer en se disant il y a peut-être le stimulant qui est à côté, en plus de cette récepteur T, qu'on n'a pas mis dans le CAR T-cell. On arrive aux CAR T-cell de deuxième génération, qui sont actuellement ceux qui sont commercialisés. Alors la première publication, c'était la LLC. Nous, ça nous intéressait, le reste du monde n'en avait rien à faire. Et puis est arrivé quelque chose qui avait beaucoup de publicité, grâce à cette jeune fille qui est maintenant guérie d'une leucémie lymphoblastique. C'est passé dans le New York Times en 2012, et ça a donné beaucoup de fonds et beaucoup d'aide médiatique pour pousser la recherche clinique. Alors comment on fabrique ces cellules chimériques? Vous avez le schéma un peu dans l'ensemble, et vous comprendrez que ça mettra un petit peu de temps pour faire tout ça. D'abord, il faut récupérer les lymphocytes du donneur. Ça, on sait faire avec des machines qu'on utilise pour les tri des cellules comme les autophages. On règle différemment pour récupérer les cellules mononucléées. Puis après, on va faire un tri pour essayer de garder que le lymphocyte, les stimuler. Puis après, on fait la transfection génétique. C'est du génie génétique pour modifier et avoir cette construction artificielle à l'intérieur de la membrane. Puis ensuite, on va multiplier ces cellules dans les stimulants. Une fois qu'on considère qu'il y en a assez, c'est bien pur, qu'il n'y a quasiment que de lymphocytes, mais pas que. Ensuite, on va les envoyer congelés au service qui s'occupe du patient pour pouvoir lui réinjecter. Alors, il y a plusieurs acteurs actuellement disponibles. Je vais vous parler uniquement de celui, des deux en fait, qui sont assez similaires, du même laboratoire Gilead qui permet de faire du CAR T chez les VIH, les autres ne l'acceptent pas. Le premier qu'on utilise le plus, c'est Yescarta, on vante Axicel pour la TCI, utilisé en indication les lymphomes béniflorants cellules, qui sont en fait les lymphomes parmi les plus fréquents chez les patients vivant avec le VIH, et plus fréquents dans la population générale. Il y a 2 indications qui sont étayées, le métastin, le lymphome folliculaire, et lymphome à cellule du manteau, qui est un dérivé qui s'appelle le Tecartus, un dérivé de l'axicel. Simplement, il y a une purification des cellules qui est un peu différente pour essayer de limiter au maximum la contamination du greffon par des cellules tumorales. Ce principe-là, vous avez normalement l'axicel classique, on va faire un ficole pour séparer les lymphocytes du reste de la population. Tecartus, c'est un peu plus sensible, c'est par des anticorps qu'on va faire la sélection, donc la contamination, parce que c'est assez fréquent dans le lymphome à cellules du manteau d'avoir un passage sanguin,
Et il y aura aussi une future une indication dans le NAL d'essayer de purifier par ces anticorps-là. C'est un peu technique. On arrive à la toxicité, ça c'est important parce qu'évidemment les patients vivant avec le VIH peuvent être un peu plus sensibles, donc on verra avec un œil un peu plus assidu qu'est-ce qui peut arriver chez ces patients. On a deux types de toxicité, qu'on appelle le cytokine releasing syndrome, le syndrome de relargage des cytokines, qui est très fréquent chez les patients déjà sans le VIH, et puis une toxicité particulière neurologique qu'on appelle l'ICANS. Alors le principe de l'ICANS, c'est probablement en partie parce que les cellules, et ça on sait parce que ça marche dans les lymphomes cérébraux, qui passent la barrière mésencéphalique, qui vont arriver dans le système nerveux central, mais aussi des libérations de cytokines dans le cerveau. Et puis le syndrome de relargage des cytokines, il y a plein de substances, notamment l'interleukine 6, qui va donner des cytopénies, de la fièvre, des insuffisances respiratoires, des hypotensions, un peu quand il y a des grosses relargages, ça ressemble à des chocs septiques, et on va les traiter par des anti-IL6. Il y a d'autres complications qui peuvent être gênantes déjà chez les patients non immunodéprimés, mais peut-être un peu plus chez les patients vivant avec le VIH, ce sont des cytopénies. Alors il y en a juste après le début de l'injection des CAR-T, parce qu'on a fait une petite chimio juste avant pour qu'on accepte mieux les cellules, donc des cytopénies qui durent quelques jours, mais parfois il y a un rebond et ça réapparaît, voire ça peut durer pendant des mois, ça arrive aussi pour les plaquettes, ça peut arriver pour les globules rouges aussi. Et puis il y a une complication qui est systématique, mais ça on s'y attend. Si on n'a pas ça, c'est qu'en général le CAR-T n'a pas fonctionné, c'est l'hypogamma-globuliniémie, parce que ces anticorps dans le commerce sont contre CD19, qui est aussi sur les plasmocytes qui vont fabriquer les anticorps. Donc hypogamma-globuliniémie qui est systématique chez les patients qui reçoivent un CAR-T. Le deuxième aspect de la toxicité, c'est évidemment l'efficacité. Alors, première indication qui est assez rare chez les patients vivant avec le VIH sont les leucémies lymphoblastiques. Vous voyez qu'il y a un plateau dans le 40%. L'indication, c'est à partir de la troisième ligne. Troisième ligne, elle, on est autour de 10% des patients qu'on va pouvoir guérir. Là, on passe à 40-50. Lymphomes B diffus à grande cellule à gauche, vous avez la population avant CAR-T. À partir de la troisième ligne, on est à peu près à 15% de patients qu'on va guérir. Vous voyez qu'on se rapproche du 50% avec les CAR-T. Dans le commerce, on a deux types de CAR-T en France dans les lymphomes B diffus à grande cellule, CAR-T et Tisacel. Il y a un gros registre français qu'on appelle des cartes qui nous permettent de faire des études de vraie vie. Et là, il montre que sur la survie sans progression, il semble avoir un avantage pour la T-cell qu'on va pouvoir utiliser chez les patients qui ont le VIH. Mais, à l'inverse, il est plus efficace, mais il est plus toxique que l'autre. Donc il faut vraiment regarder de près. Ça, juste pour vous dire rapidement les nouvelles indications, cellules du manteau, on arrive au-dessus des bénévoires en cellules, 60-70% des patients vont se mettre dans la rémission complète, et à peu près la même chose sur les lymphomes folliculaires. Donc même si ça ne guérit pas tout le monde, c'est quelque chose qui est extrêmement efficace par rapport à ce qu'on avait. Et puis c'est une des spécialités locales, c'est ce qu'on a présenté au Congrès américain la semaine dernière, il y a une semaine, dans les lymphomes cérébraux. Donc ça marche aussi sur le VIH, on en a un qui est probablement en rémission complète actuellement, on l'espère guéri. Ça marche bien, ça passe dans le système nerveux central. Vous avez, une survie globale actuellement dans notre série qui est de plus de 15 mois, alors que quand on regarde sur le carré complètement à droite avec le contrôle en bleu, un contrôle, c'est-à-dire les patients qui n'ont pas les CAR-T qui sont en troisième ligne, on a 25 mois de survie, on passe à plus de 15 mois de survie, et en survie globale, en survie sans progression, on passe de 3 mois à peu près 8 mois. Donc c'est nettement mieux que ce qu'on connaît. Très rapidement, comme effet secondaire principal, le prix, 350 000 €, il faut y penser, on ne peut pas non plus le donner forcément à tout le monde, si le patient est très très progressif, c'est inutile, on ne va pas le donner. Alors, vous posez la question maintenant, chez les patients vivant avec le VIH, on a la chance d'avoir une étude qui vient juste d'être présentée lundi à la Nouvelle-Orléans, sur une petite série. Le principe des CAR-T, les questions qui se posent, c'est on utilise l'argamamine dans les B différentes cellules, 2, ce sont des lymphomes qui sont fréquents chez le patient qui vit avec le VIH, notre deuxième, troisième cancer en épidémiologie de VIH. Il y a stricto sensu pas de contre-indication dans la même, mais il n'y a qu'une seule marque, qu'un seul laboratoire qui accepte les prélèvements de lymphocytes si le patient est bien équilibré pour le VIH. Alors cette étude rétrospective de l'ASH, elle est juste en pleine forme là-bas, c'est en cours, c'est pas encore terminé, ça fait partie de 2 gros registres américains, donc c'est du rétrospectif, de vraie vie par contre, et ils vont surveiller les patients jusqu'à 1 an après les CAR-T. Cette présentation nous a encadré pour aller plus vite, ce qui était important à retenir. La sélection, mais c'est normal, on va choisir des patients en bon état général, s'ils sont trop altérés, même non vivant avec le VIH, on ne va pas faire les CAR-T. Il y a comme une toxicité
qui n'est pas négligeable. La majorité des patients, vous voyez, sont des patients qui sont résistants, réfractaires, donc sont graves, donc c'est une très bonne indication, et sont des pronostics sans carticelle qui sont très mauvais. Et puis ce qui vous intéresse en bas à droite, plutôt l'orientation VIH, et ils sont des patients qui sont bien équilibrés sur la charge virale, mais qui ont quand même des taux de CD4 assez bas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément mal équilibrer, ils ont plein de chinois avant. Donc c'est assez fréquent malheureusement que ces patients en moment du carticelle et pas des taux de CD4 élevés, mais sont à risque d'infection opportuniste non négligeable. Alors, la toxicité, c'était un autre aspect qui nous intéressait. Rappelez-vous, syndrome de Rohrwacher des cytokines. Là, on a des chiffres. Je vous ai mis en gris en haut, population générale, réseau des cartes, non VIH. Donc, vous voyez, les CRS, population générale, on a à peu près 86% des patients avec axicelle qui font un CRS, et les grades 3, c'est à peu près 5%. On a des chiffres qui ressemblent un peu chez les patients vivant avec le VIH. Pour la toxicité neurologique, ce qu'on appelle l'ICANS, il semble que les grades 3-4 soient un petit peu plus élevés. Alors, on peut toujours faire attention parce qu'on a des petites populations, mais peut-être un signal d'alarme chez ces patients sur la tox neuro sévère. L'efficacité, ça c'est également quelque chose qui est important pour nous. 42% de réduction complète, ça ressemble un peu à ce qu'on a chez les patients non immunodéprimés. Donc, ce sont des résultats qui sont tout à fait rassurants et qui confirment la bonne indication du carticelle chez le patient vivant avec le VIH, comme un patient qui n'a pas le VIH. Est-ce que ça dure dans le temps? Vous avez en bleu les réponses complètes, en vert les réponses partielles. Vous voyez qu'il y a pas mal de patients qui dépassent les 12 ans. Alors c'est en cours cette étude, donc on n'a pas non plus la mise à jour. Et ça se confirme qu'on a chez les populations normales les non-VIH. Quand on est non-RC, on garde la RC en général. Survie sans progression tout à fait satisfaisante et probablement un plateau. Et la survie globale également. La médiane 7 mois, c'est un peu en dessous de la population générale, mais ils ont plus d'infections opportunistes par la suite. Alors, on n'avait pas plus malheureusement de données, notamment sur l'efficacité du recueil, qu'est-ce qu'on réinjecte par rapport à quelqu'un qui n'a pas le VIH. C'est très clinique, mais pas beaucoup biologique. Deuxième aspect, alors là, c'est pour le futur. Là, c'était une cible pour les lymphomes. On peut se dire que ça peut être éventuellement une cible pour le VIH. Donc, le principe, c'est essayer de trouver une cible sur les cellules qui gardent le VIH pour pouvoir les détruire. Là, l'exemple ici, c'est le GP160, mais si vous pouvez imaginer d'autres choses, pourquoi pas. Donc on peut faire la même technologie, alors plutôt éventuellement prendre que les CD8 si on n'a pas envie d'avoir des CD4 infectés à côté, mais ça on peut technologiquement pouvoir sélectionner, alors que chez les patients non vivants avec le VIH et les 8 et les 4, on peut essayer de prendre que les 8, et puis ensuite faire la transfection et réinjecter. Ça c'est la théorie. Et dans ce cas-là, on va détruire les cellules, notamment celles qui sont infectées par le VIH, en espérant pouvoir guérir dans nos fantasmes le VIH. Il y a quand même des obstacles, donc ça c'est quelque chose qui peut freiner un peu les choses. Le premier point en haut avec la croix, là, le A, c'est qu'il y a souvent, dans ce qui a été fait actuellement, notamment chez la souris, le défaut d'expansion de ces lymphocytes du patient vivant avec le VIH. Donc c'est difficile, donc c'est une étape qui est essentielle pour la qualité du produit. La deuxième chose, en B, vous avez les carticelles qui potentiellement, comme elles ont le GP160 à la surface, être aussi infectées. Alors on peut imaginer de faire des fabrications un peu plus complexes en supprimant ce récepteur-là à la surface. Et puis en C, vous avez bien sûr la destruction des lymphocytes infectés, mais aussi la destruction des cellules normales. On peut aggraver le déficit immunitaire que le patient allait un petit peu mieux. Et puis on met sur la toxicité dont on a vu, CRS et l'ICANS, mais ça c'est pas forcément gênant. Alors je ne sais pas s'il y a encore un petit peu de temps. 2 minutes, donc je vous explique un peu le futur. Donc déjà on a vu dans le futur, pourquoi pas, mais n'attendez pas les carticelles anti-VIH tout de suite, mais pourquoi pas dans l'idéal. Il y a plein de générations, des 3 générations avec 2 récepteurs à l'intérieur, on peut faire 2 quartiers séparés ou 2 quartiers qui ont la même construction, et puis on peut avoir des quartiers qui vont sécréter des substances que l'on veut, quelles qu'elles soient, des cytokines ou autre chose, et puis on peut faire des quartiers avec des anti-PD en même temps, qu'on appelle les carticelles blindées, donc on utilise la technique dont on a parlé juste avant, et en plus les carticelles. On peut faire des cellules qui vont être modifiées avec les carticelles, et lorsqu'ils sont activés, libèrent des cytokines pour attirer encore plus de carticelles, donc c'est pour potentialiser encore plus l'immunité, et puis on peut en faire, si on a un peu peur, ça c'est pour les quartiers allogéniques, qui sont disponibles rapidement, de dire j'ai peur, s'il devient trop agressif, je vais mettre une cible à l'intérieur du quartier pour le détruire, soit c'est un gène qui exprime des séquences du CMV, on va donner un anti-CMV, soit c'est des séquences qui sont sensibles à d'autres produits chimiques pour être détruits.
Et puis il y a aussi, ça peut être intéressant pour le VIH, les quartiers entre guillemets universels vont pouvoir supprimer à la surface des marqueurs qui nous gênent, comme le GP160 par exemple. Dans ce cas-là, votre CAR T-cell devrait être résistant à l'infection du VIH. On peut utiliser des NK au lieu des T-cells. Et puis, à côté des CAR T-cells, une technologie qu'on utilise de plus en plus, qui a l'avantage d'être disponible tout de suite, sont les bispécifiques. C'est l'image qui est au milieu. Ces anticorps, au lieu d'avoir la même cible en haut du Y, il y a une cible d'un côté, une cible de l'autre. En général, l'une des cibles, c'est le CD3 pour attirer une lymphocyte T, et l'autre cible, c'est ce qui nous intéresse. Donc, ceux qui sont disponibles, c'est soit le CD1, soit le CD19 pour nous, lymphomanos. Mais on peut imaginer n'importe quelle cible. Donc, on va attirer une lymphocyte T juste à côté de la tumeur pour pouvoir être détruit. Merci de votre attention.